Un, deux. On va pouvoir démarrer. Bonjour à tous. Merci d'être là aux Rencontres Capitales, dont je rappelle qu'elles ont été organisées par le groupe de presse AEF, spécialisé sur les grands champs du secteur socio-économique, éducation, enseignement, et que les AEF sont également producteurs d'une 50aine d'événements par an, colloques et autres congrès, ce qui nous vaut le plaisir d'être ici cet après-midi à Radio France. Alors, vous aurez constaté que nous sommes que 2 femmes sur une assemblée de 5 hommes, mais j'insiste pour vous dire que globalement, la parité a été respectée et que de toute façon, 2 avocates valent bien évidemment largement le poids face à 3 magistrats. Je présente donc François Molins, procureur général. À ma gauche, vous avez Eric Alphen, qui a été juge d'instruction et également président de chambre d'instruction. Vous avez également Nicolas Dayev, qui est aujourd'hui... Pardon, Guillaume, excusez-moi, Guillaume Dayev, qui est président de la 13e chambre correctionnelle à Paris. Et enfin, Laure Heinisch, avocate, ancienne secrétaire de la conférence. Et nous allons donc évoquer avec vous un sujet essentiel, un sujet d'actualité, qui est état de droit et justice. Comment rendre le lien plus juste ? Nous allons démarrer avec une première question que je vais adresser tout d'abord à Guillaume Dayev. Guillaume, considérez-vous qu'il existe aujourd'hui une exacte similitude entre état de droit et justice, ou au contraire, selon vous, ces 2 notions sont-elles antinomiques ? Existe-t-il des tensions entre elles, comme l'actualité récente a pu nous le montrer ? Comment ces tensions se manifestent-elles concrètement ? C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Question difficile, parce que c'est presque une question de philosophie du droit, que d'analyser les relations qu'il y a entre l'état de droit et la justice. Et moi, je ne suis pas un philosophe du droit, je ne suis même pas un universitaire, je suis un praticien du droit, puisque j'exerce actuellement, effectivement, au tribunal correctionnel de Paris. C'est-à-dire que je passe mes journées à présider des audiences correctionnelles, donc c'est du pénal. Et puis auparavant, j'ai été juge d'instruction et procureur, donc j'ai exercé toutes ces fonctions successives. Mais donc je ne suis pas un théoricien. Bon, je vais quand même vous proposer une petite réflexion là-dessus. Normalement, je dirais que la notion d'état de droit et celle de justice sont des notions jumelles, et qu'il ne devrait pas y avoir une feuille de papier à cigarette entre les deux. L'état de droit, normalement, il est juste, si ça fonctionne bien. Et puis la justice, normalement, ça doit être conforme à l'état de droit. Bon, voilà. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de noter qu'il peut y avoir, cela dit, des écarts ou des tensions entre ces deux notions. Et c'est le cas. Alors, on peut prendre les choses dans les 2 sens. Le premier sens, ça serait de dire que la justice se sent mal avec l'état de droit, ou que la justice serait malade de l'état de droit. Alors ça paraît choqué, mais en réalité, je pense que cette idée-là, elle peut mieux se comprendre et j'allais dire, se pratiquer quand on compare la loi avec la Constitution. Voilà. Et quand on dit que certaines lois seraient contraires à la Constitution. Si on met la Constitution du côté de la justice, et puis la loi, ça serait l'état de droit. Mais ça, c'est tous les jours que ça a lieu, si je puis dire, dans les prétoires, parce que ça apporte un nom en procédure, c'est le nom de la question prioritaire de constitutionnalité. Voilà. Et par exemple, lundi prochain, je vais présider une audience où des personnes sont poursuivies pour
atteinte au système, atteinte pour piratage informatique, pour dire simplement les choses. Et il va nous être plaidé que le texte de loi qui fonde la poursuite, qui est dans le code pénal, sur lequel on pourrait penser s'appuyer solidement, eh bien, il est contraire à la Constitution et notamment au principe de lisibilité de la loi. Voilà. Donc là, c'est typiquement un cas où on viendrait nous dire, bah, écoutez, si vous prononcez une décision sur le fondement de ce texte de loi, donc conformément à l'état de droit, eh bien, cela ne serait pas juste. Parce que la loi, elle n'est pas conforme aux grands principes qui organisent notre système. Ça, c'est le premier exemple. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Par exemple, un jour, il est arrivé que la Cour de cassation vienne expliquer que l'absence de l'avocat en garde à vue, ça c'est un sujet de procédure pénale, l'absence de l'avocat en garde à vue aux côtés de son client, eh bien, c'était, alors que c'était pourtant prévu par le texte de loi, eh bien, c'était contraire à la Constitution. Et donc, ensuite, le législateur est venu, disons, mettre tout cela en musique. Voilà un premier exemple. Et en réalité, il faut se souvenir qu'il peut y avoir de gros écarts entre le droit et la justice. Il faut se souvenir, par exemple, si on fait un petit peu d'histoire du droit, que et je vais avoir un propos qui va peut-être un petit peu choquer, que la législation du Troisième Reich nazi a été adoptée en Allemagne de l'époque, conformément à la Constitution, enfin en tout cas aux règles procédurales de l'époque, et pourtant ça aboutit à un système juridique qui n'était pas tout à fait conforme à la notion qu'on se fait de la justice. D'où l'importance du Conseil constitutionnel, qu'il n'y avait pas à l'époque en Allemagne, enfin en tout cas avec le rôle qu'on lui connaît aujourd'hui, et qui est le gardien des libertés publiques. Alors je dis ça parce que quand on entend certains, j'ai cru entendre un ministre, je ne sais plus lequel, mais expliquer que l'état de droit n'est pas intangible, voilà, là moi je frémis et je m'inquiète beaucoup. Alors ça, c'était le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, est-ce que j'ai encore 2 minutes? Oui. Le deuxième aspect, c'est l'inverse. Est-ce que l'état de droit peut être malade de la justice? Voilà, l'inverse. Alors, justice au sens des décisions qui sont rendues par les juges ou par l'autorité judiciaire. Écoutez, normalement, on ne devrait pas se poser cette question, mais le fait est que dans les débats publics de ces derniers temps, on a entendu des gens et des justiciables, et pas des moindres, expliquer que les décisions rendues étaient tout à fait contraires à l'état de droit. Voilà. Et que c'était une atteinte à l'état de droit. Donc vous voyez, même dans le débat public le plus récent, alors évidemment ça ressemble un peu à une sorte de populisme de tenir ce genre de propos, c'est pas nouveau, hein. Il y a plein d'autres pays aussi dans le monde où les décisions de justice sont... Certaines personnes puissantes viennent expliquer qu'elles sont tout à fait contraires à l'état de droit. C'est pas nouveau, mais voilà, ça fait partie du débat public. Mais là, peut-être que je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Alors justement sur ces propos populistes qui consistent à opposer État de droit et justice, Monsieur Molins, vous avez une position extrêmement claire, extrêmement tranchée, et vous considérez qu'il ne faut absolument pas opposer ces deux termes, que tout au contraire, ils sont totalement indissociables. Et pour autant, vous savez et vous comprenez qu'il y ait des justiciables qui puissent considérer que le lien est un peu distendu entre ces deux notions. Alors, comment faire pour essayer de restaurer ce lien? Merci. Merci. Je vais essayer de répondre aux deux questions. La première, effectivement, il ne devrait pas y avoir de problème entre état de droit et justice. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est l'état de droit? On en parle souvent, mais l'état de droit, c'est un système de limitation des pouvoirs de l'État par le droit. C'est-à-dire que c'est un système dans lequel l'État va s'interdire de transgresser un certain nombre de normes considérées comme supérieures. Il y a notamment la hiérarchie des normes, l'égalité des citoyens devant la loi, et il y a l'indépendance et l'impartialité de la justice. Donc, la justice, j'allais dire, est consubstantielle à l'état de droit, et il ne peut pas y avoir d'état de droit
dans un système où la justice ne serait ni indépendante ni impartiale. Et donc, dans un état de droit, l'indépendance et l'impartialité de la justice doivent toujours être assurées et respectées. Donc, sur un plan théorique, il ne devrait pas y avoir de problème. Et il ne devrait pas y en avoir. Et pourtant, il y en a. Il y en a, en fait, pour essentiellement deux raisons. Moi, en tout cas, j'en vois au moins deux. La première, c'est la montée des populismes, qui n'est pas franco-français, mais qui concerne un grand nombre de pays dans le monde, dans lequel, effectivement, on remet en cause la légitimité de la justice, parce que le juge n'est pas élu. Et le populisme, quand on l'analyse et qu'on essaie de l'approfondir, on s'aperçoit que ces deux premières cibles, c'est toujours les mêmes, c'est la justice et la presse. Pour la justice, le reproche va consister à mettre en cause la légitimité du juge qui n'est pas élu et n'est pas issu du suffrage universel. C'est possible. Dans notre pays, le juge, il tient sa légitimité d'une délégation de la Constitution, ce qui n'est quand même pas rien non plus. Et quand on élève le regard, je ne suis pas persuadé que les meilleurs systèmes de justice au monde soient ceux des pays dans lesquels les magistrats sont élus. Je pense même plutôt à un certain nombre de contre-exemples. Il y a une deuxième raison qui explique ça, ces tensions, c'est l'évolution du rôle du juge. Montesquieu disait que le magistrat, le juge, c'est la bouche de la loi. Aujourd'hui, c'est plus ça. Le juge, il participe à la production du droit parce que, à travers, je ne veux pas rentrer dans les discours techniques, ce qu'on appelle le contrôle de conventionnalité, il a la possibilité d'écarter l'application d'une loi nationale votée par le Parlement au motif qu'elle est contraire en réalité à un certain nombre de principes et de droits qui sont, par exemple, contenus à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc tout ça fait que ces critiques, même si je les trouve, et puis je vais peut-être développer très vite et encore un peu, ça fera peut-être la passerelle avec la suite, même si moi personnellement je les trouve infondées et injustes, ces critiques, elles sont là. Elles finissent par imprimer, comme on dit. Il y a de plus en plus de gens qui aujourd'hui pensent que les juges d'aujourd'hui ne sont pas légitimes et pensent qu'on vit dans un pays qui dérive vers une forme de gouvernement des juges. Alors, ça pose effectivement la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce phénomène. Mais, moi, très vite, je vois trois pistes là-dessus. Je pense que la première, ça serait effectivement pour s'assurer effectivement que ces indépendances, ces garanties d'indépendance sont encore plus fortes et ne puissent pas être changées trop facilement, notamment au gré de changements de régime politique et d'arrivée de régimes beaucoup plus autoritaires. La première idée, ça serait de renforcer les garanties d'indépendance, par exemple en réformant le statut du parquet. Il y a 30 ans qu'on en parle, c'est toujours pas fait. En supprimant la Cour de justice de la République. Là aussi, il y a eu une révision constitutionnelle qui avait été envisagée il y a quelques années, qui ne s'est jamais faite. La deuxième piste, je pense que, parce qu'il y a beaucoup de procès qui partent là-dessus, on le développera, je pense, après, c'est l'impartialité. Je pense que dans le monde où on vit, il est impératif de renforcer la garantie d'impartialité des magistrats, des juges et des procureurs, même si elle n'est pas tout à fait identique. Et ça, je pense que ça peut se faire de deux façons. D'abord à travers la collégialité, c'est-à-dire que vous ne rendez pas une décision tout seul, vous la rendez à plusieurs. En principe, on est moins suspect et plus intelligent quand on est plusieurs. Et puis, ça renvoie aussi à une responsabilité, là, pour le coup, des magistrats. Je pense qu'on ne s'en sortira au regard des critiques qu'on subit que par un surcroît de déontologie et donc par un respect scrupuleux des obligations éthiques et déontologiques qui sont les nôtres, notamment par rapport au devoir de réserve, pour effectivement éviter de faire l'objet de ces accusations de politisation sur lesquelles on pourra peut-être revenir tout à l'heure. Deux dernières pistes, plus de moyens. Il ne peut pas y avoir de justice rendue correctement sans moyens suffisants pour exercer les missions. Et puis la dernière, c'est la transparence et la pédagogie. Je pense qu'il faut qu'on apprenne davantage le fonctionnement de la justice dans les collèges et les lycées. Je suis toujours frappé, moi, de l'ignorance de nos concitoyens par rapport à ça. Mais c'est vrai que souvent, on ne leur a pas appris. Et puis je pense qu'il faut que la justice fasse aussi un effort, elle, important, de pédagogie pour mieux expliquer ces politiques juridictionnelles et pour mieux expliquer les décisions de justice qui sont rendues. Alors, merci beaucoup pour le rappel de ces grands principes. Merci pour ces premières pistes de réflexion. Alors, une justice avec plus de moyens, une justice plus juste parce que plus efficace. Je me tourne vers vous, Monsieur Elfen. Comment est-ce que vous évaluez l'efficacité de la justice? Est-ce que pour vous, il faut également renforcer la transparence de la justice? Quels sont les freins pour cette efficacité? Comment est-ce qu'on peut lever ces freins? Merci, bonjour. La justice,
a fait dire Michel Audiard dans un dialogue de film à un de ses personnages, la justice, c'est comme la Sainte Vierge, si elle n'apparaît pas de temps en temps, le doute s'installe. Si elle n'apparaît pas de temps en temps, le doute s'installe. Alors, je ne sais pas s'il y a du doute et je ne sais pas si la Sainte Vierge, elle, nous apparaît très souvent. Mais du coup, moi, j'ai essayé de chercher un peu les origines de cette phrase et j'ai découvert qu'en 1924, un juge anglais qui s'appelait Lord Ewart avait dit, et je vais le citer en anglais, même si mon accent n'est pas extraordinaire, « Justice must be seen to be done ». On doit voir la justice agir. Autrement dit, il faut que le citoyen, ou son autre mot, le justiciable, comprenne que la justice fasse son œuvre et comment elle le fait. Parce que très longtemps, on a pensé que peut-être si la justice n'était pas appréciée, c'est parce qu'elle restait sur son quant à soi, si elle était enfermée dans sa sagesse et son éventuelle prétention et en tout cas refuser d'expliquer comment elle agissait et ce qu'elle décidait. La situation a évolué. Maintenant, les jugements sont écrits dans une langue que tout le monde comprend, ou dans une langue en tout cas que tout le monde peut comprendre. La presse et les réseaux sociaux commentent les décisions de justice. Dans certains procès médiatiques. Alors il y a ici François Molins qui a été le premier dans des affaires gravissimes de terrorisme à venir faire des conférences de presse. Et à l'époque, c'était justifié au vu de la nature extrêmement particulière des faits et au vu notamment de l'inquiétude qui était celle de tous les Français. Mais moi, je pense maintenant, quand je vois dans tous les tribunaux de France et de Navarre des procureurs de la République venir expliquer non seulement des décisions de justice, mais le déroulement des enquêtes et décrire les soupçons éventuels qui pèsent sur les personnes suspectes, j'avoue que je suis un tout petit peu inquiet. De même, alors on a dit qu'il faut de la transparence et de la communication, mais quand on voit dans certains jugements les magistrats lire pendant 3 ou 4 heures les attendus de leurs décisions, non pas pour que le citoyen comprenne, mais pour que les journalistes qui sont présents puissent décortiquer par le menu les phrases, y compris quand ça fait... J'ai beaucoup parlé ces derniers temps sur Nicolas Sarkozy, mais néanmoins, je me suis mis à sa place quand il était dans la salle d'audience, qu'il a entendu qu'il était relaxé pour 3... oui, il a entendu qu'il était relaxé pour 3 des infractions pour lesquelles il était poursuivi. Et puis, il y a eu un suspense qui a duré 3 heures. Et finalement, on a dit qu'il était condamné pour la dernière des infractions et qu'il allait aller en prison. Je me suis dit que peut-être trop de communication peut parfois tuer la sérénité de la justice et le respect que peut-être on doit lui porter. J'ai cité une phrase, je vais citer également le cardinal de Retz, pour qui on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Néanmoins, un mot quand même sur le désamour de la justice. Il est à la fois obligé et il n'est pas si important que ça. Pourquoi il est si obligé? Parce qu'au civil, c'est-à-dire un procès que vous intentez à votre voisin ou à votre ex-époux, au civil, on donne tort à l'un et on ne donne jamais entièrement raison à l'autre. Donc, des mécontents. Au pénal, c'est-à-dire les infractions, quand la justice intervient, c'est dans des situations de crise, dans des situations dramatiques, elle fait mal. Donc, évidemment, personne n'est content de la voir agir. Mais quand je disais qu'il n'y a pas que la justice, là j'ai entendu ce matin un débat, une étude sur le personnel politique, les gens se méfient du personnel politique, les gens se méfient des professeurs, les gens se méfient des médecins, les gens se méfient des policiers. C'est-à-dire qu'on est dans une période dans laquelle, quelque part, les citoyens, animés parfois par les réseaux sociaux, les citoyens se méfient de tout ce qui peut représenter une once de pouvoir, ou en tout cas qui peut paraître comme étant le bras armé de l'État.
Le bras armé, ça nous amène à l'un des deux sujets que je dois traiter très rapidement, l'inefficacité. Un des défauts qu'on reproche à la justice, c'est l'inefficacité, c'est-à-dire de longs délais de jugement. Et effectivement, dans certaines matières, on parlait du droit social tout à l'heure, mais également en matière familiale et en matière de divorce, quand une des parties est condamnée et qu'elle fait appel, parfois il se passe 1 an, 1 an et demi, 2 ans, voire 3 ans dans certaines cours d'appel en matière de divorce. Et du coup, pendant tout ce temps-là, les gens attendent et parfois les gens n'ont pas de moyens pour survivre. Deuxièmement, l'inexécution des décisions de justice. C'est vrai que parfois, on condamne les gens à payer une certaine somme vis-à-vis du plaignant. La personne ne paye pas et la justice se montre incapable, la justice dans son ensemble, se montre incapable de faire en sorte que les sommes soient payées. C'est vrai aussi qu'au pénal, on voit des gens qui sont condamnés à de la prison, la peine n'est pas exécutée. On voit également des gens qui sont condamnés à des peines de sursis avec mise à l'épreuve. Et les services éducatifs, et c'est vrai aussi pour le système éducatif près des tribunaux pour enfants, le système éducatif ne s'est pas mis en branle. Moi, il m'est arrivé parfois d'avoir devant moi des gens qui avaient été condamnés à un sursis avec mise à l'épreuve. Je leur ai demandé, mais comment ça se passe avec l'éducateur du SPIP? Est-ce qu'il vous a convoqué? Est-ce qu'il a vu avec vous pour que vous puissiez retrouver un travail? Et les gens m'ont répondu, je n'ai encore pas vu d'éducateur du SPIP, alors que ça fait plus d'1 an que parfois la décision avait été prononcée. Enfin, la justice est parfois trop compliquée, ce qui fait que, j'ai parlé de Sarkozy tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a du mal de l'extérieur, je pense, et il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé, à comprendre pourquoi, dans un premier temps, la justice le met en prison, et pourquoi, dans un second temps, 3 semaines plus tard, la justice le libère. Et donc, c'est vrai qu'il y a un effort peut-être de simplification, parce que c'est en fait ces 2 articles du Code de procédure pénale qui sont différents. Les citoyens ont du mal à comprendre toutes ces règles extrêmement compliquées, notamment du Code de procédure pénale. Du coup, quelques idées quand même. D'abord, M. Molins a parlé des moyens, évidemment que la justice manque de moyens. Moi, j'amuse tout le monde en disant que les ordinateurs sont équipés non pas du logiciel Word, mais du logiciel WordPerfect. WordPerfect, c'était le rival de Word il y a 15 ans. Ça a été oublié partout parce que c'était mauvais, mais partout sauf dans la justice, où nous, on continue à faire des fichiers que personne ne peut lire, y compris quand on envoie des synthèses aux policiers. Eux, ils n'ont pas WordPerfect, donc il faut qu'ils transvasent dans un autre logiciel pour pouvoir nous comprendre. Il n'y a pas assez de magistrats, il n'y a pas assez de greffiers. Un mot sur les greffiers quand même. Les magistrats, globalement, sont bien payés, hein, surtout par les temps qui courent. Ce n'est pas le cas des greffiers. Les greffiers sont très mal payés. Ils travaillent énormément. Ils commencent à 9 h le matin et parfois ils terminent à minuit. Ils ne peuvent pas se loger avec leur salaire de misère en région parisienne. Et donc, dès qu'ils peuvent repartir dans leur région, ils le font. Et donc, il y a une grosse pénurie. J'ai parlé de la pénurie des systèmes éducatifs. Il y a une grosse pénurie de greffiers. Et enfin, ça va vous paraître étonnant, mais on a une pénurie de salles d'audience. C'est-à-dire que pourquoi parfois on ne peut pas faire un procès d'assises ou un procès en cour criminelle départementale? C'est parce qu'on n'a pas de salle d'audience pour audiencer le procès. Ça se passe notamment à Créteil, où pourtant ils ont récupéré une salle en plus. Je vais passer sur la répartition des magistrats parce qu'on n'a pas le temps. Je pense que, néanmoins, dans chaque juridiction, on devrait créer quelqu'un qui s'occupe uniquement d'exécuter les décisions de justice. Et puis, au pénal, il faudrait peut-être réfléchir sur la limitation éventuelle des voies de recours. C'est compliqué parce que ça touche au droit de chacun de faire un appel ou un pourvoi en cassation, etc. Mais néanmoins, surtout avec maintenant les recours devant la CEDH ou la Cour de justice européenne, parfois il se passe 4, 5, 10, 15 ans avant qu'une décision devienne définitive. Voilà, je n'irai pas plus loin pour l'instant parce que j'ai beaucoup parlé.
Merci. Alors, on a entendu beaucoup de choses. On a entendu défiance, méfiance, inefficacité, complexité, incapacité, pénurie, beaucoup de mots. Beaucoup de mots. Mais vous, Laura Heinisch, vous qui défendez les prévenus, ce qui est un petit peu différent, même si tous ces mots dont on accable la justice peuvent faire facilement, on l'entend, hein, le terreau du populisme. Vous, comment est-ce que vous percevez, dans la défense des prévenus, toutes ces difficultés, en termes notamment d'accès à la justice, mais aussi en termes de coûts pour le justiciable? Oui, merci Frédéric. Genre, je défends les prévenus, mais je défends aussi les parties civiles. Et en fait, c'est pas si antagoniste que ça dans la difficulté d'être confronté à la justice, dans tout ce que la justice oppose d'inhumanité, de difficulté. Alors j'entendais François Molins rappeler ce qu'est l'état de droit, c'est-à-dire les limites au pouvoir. Et c'est très juste, il faut le rappeler parce que c'est vrai que tout le monde parle de l'état de droit sans savoir ce que c'était. Mais il n'empêche que c'est une conception qui est faite contre le pouvoir, mais pas pour le citoyen. Et donc quand on parle de l'état de droit et de la justice, quand on parle d'une nécessité d'une justice indépendante, c'est la lutte contre le pouvoir, contre l'autoritarisme. Mais c'est pas ça qui facilite en réalité le lien, puisque notre thème c'est le lien, du justiciable avec sa justice. Et si on parle de justice pénale, et si on parle du côté des prévenus, là il y a certainement une différence avec la façon dont c'est appréhendé par les victimes. La justice, c'est une machine répressive, uniquement. C'est une machine à mettre en prison, uniquement. Et je suis certaine qu'on ne devient pas magistrat pour mettre les gens en prison. Je suis certaine qu'on devient avocat précisément pour lutter contre cette machine-là, mais force est de constater quand même que la machine, manifestement, écrase les individus. Et que ça, c'est une vraie question à se poser, parce que la question qui est sous-jacente là, au débat, c'est qu'est-ce qu'une bonne justice, ou comment la justice devrait fonctionner. Je ne suis pas sûre, moi, que la justice, elle est là pour faire le lien entre qui que ce soit. Moi, j'ai le sentiment que la justice, elle est là aussi pour maintenir les gens à leur place. Et que, individuellement, certainement, qu'on ne devient pas magistrat pour maintenir les gens à leur place, mais qu'il se trouve que qui sont ceux qui sont cognés par la justice ? 80% des gens qui sont en détention n'ont pas le bac. Et pourtant, ceux qui violent leurs filles et ceux qui violent leurs femmes, ils sont souvent en CSP+. Mais on y reviendra certainement un peu plus tard dans le débat. Donc, maintenir les gens à leur place, c'est maintenir les magistrats sous pression, certainement, pour juger de plus en plus vite, avec de moins en moins de moyens, de moins en moins de temps. Moi, quand j'ai commencé il y a 25 ans, il y a une chambre de comparution immédiate. Qu'est-ce que sont les comparutions immédiates ? C'est vous mettez quelqu'un en garde à vue pendant 48 heures, quelqu'un qui, donc, à 80%, n'a pas le bac, n'a jamais entendu parler d'un avocat, ne sait pas qui est complètement perdu, on vous enlève vos lacets, il faut voir la violence institutionnelle, on vous enlève votre montre, vous devez demander s'il vous plaît, est-ce que je peux aller pisser, puis vous finissez par pisser dans votre cellule, parce que c'est comme ça que ça se passe, puis que de toute façon, la couverture qu'on vous a donnée, elle est déjà tachée, et vous voyez qu'elle est déjà faite pour ça, c'est ça la violence de la justice, et après, on vous défère devant un magistrat, et vous passez en comparution immédiate. Il y a 25 ans, il y avait une chambre de comparution immédiate à Paris. La délinquance n'a pas augmenté. Il suffit de regarder toutes les statistiques, la délinquance n'a pas augmenté. Il y avait une chambre de comparution immédiate. 5 ans après, il y en a eu 2. 10 ans après, il y en a eu 3. 20 ans après, ils font une 4e chambre de comparution immédiate à Paris. J'entends, cher Eric Elfen, que vous plaignez un peu Nicolas Sarkozy qui a dû attendre 3 heures pour avoir son jugement. Moi, je plains plutôt tous ceux qui ont pris 5 ans d'emprisonnement comme Nicolas Sarkozy en comparution immédiate, parce que les comparutions immédiates, on peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, s'il vous plaît, et qui, eux, ont été jugés en 25 minutes et ont attendu 30 secondes pour savoir qu'ils allaient passer 5 ans de leur vie en prison avec un avocat qu'ils ne connaissent pas, alors que Nicolas Sarkozy a eu 10 ans d'instruction et autant d'avocats qu'il le voulait. Donc, cette pression, elle est quand même faite de manière institutionnelle,
et sur des individus qui l'acceptent. Moi, je ne suis pas magistrat et je pense que je ne saurais pas faire, et j'ai de l'admiration pour les magistrats, mais je voudrais vraiment que la question soit posée et que vous me disiez, d'ailleurs, ici ou en aparté, comment on fait à l'ENM pour apprendre aux magistrats à résister à cette pression-là. Parce que manifestement, ça ne fonctionne pas. Comment c'est possible, parce que ce sont quand même des responsabilités individuelles, celles-là, qu'on décide au tribunal de Paris de faire 4 chambres de comparution immédiate en jugeant les gens en 25 minutes? Comment c'est possible qu'on arrive devant les tribunaux correctionnels et qu'on ait, vous présidez une chambre correctionnelle, que vous jugez jusqu'à... Alors peut-être pas, parce que la vôtre est un peu plus smart que bien d'autres, mais on juge jusqu'à minuit, jusqu'à 2 heures, jusqu'à 4 heures du matin, que les gens sont jugés à cette heure-là. Mais qui accepterait de se faire opérer par un chirurgien? Parce que c'est ça aussi, c'est vos vies qui sont entre les mains de ces gens-là. Qui accepte? Alors, l'audiencement, je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est le parquet. Et ensuite, qui condamne? Ce sont des magistrats indépendants. On parle de l'indépendance des magistrats, qui aujourd'hui prononcent des peines de plus en plus longues. Mais peut-être que, encore une fois, je veux absolument avoir aucun propos agressif, parce que peut-être que si j'étais magistrat, et c'est une vraie question pour moi, je ferais ça aussi. Les peines prononcées sont de plus en plus longues aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut parler d'indépendance de la justice et pas de porosité avec la vindicte populaire pour que les peines continuent de s'allonger? On se demande pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy a été mis en prison et puis Nicolas Sarkozy a été libéré. Moi, je trouve que c'est une question très intéressante. Mais personne... Je parle trop. Je parle déjà trop. Mais encore une minute. Encore ? Une minute. Une minute, ouais, ça va. J'aurais vraiment pas dit le quart du 8e. Mais personne ne se pose la question de pourquoi tous les autres vont en prison. Je veux dire, la justice, là, les gens commencent à comprendre avec le procès de Nicolas Sarkozy qu'en fait, la justice est quelque chose, est une institution qui est extrêmement répressive dans le sens du pouvoir. La différence de traitement donc, est quelque chose qui, à mon sens, pour revenir à l'état de droit, on devrait travailler sur cette différence de traitement. Les juges d'instruction, alors la justice dit de luxe, et Eric Alphen a été juge d'instruction pendant des années, vous avez 5% des affaires qui vous sont déférées à un juge d'instruction, donc un juge d'instruction, vous savez qui c'est, il y a marqué Eric Alphen sur sa porte, vous tapez, vous entrez, on peut discuter l'un avec l'autre, de savoir, bah, moi, mon client en prison, là, ça va vraiment pas, là, moi, je pense que, etc. Bon, ça c'est 4% des affaires. Maintenant, ce qu'on trouve dans les dossiers, c'est les juges d'instruction qui écrivent qu'avec compte tenu du fait qu'ils sont complètement surmenés de dossiers, maintenant ils ont 1 jour et demi à consacrer par dossier par an. Donc effectivement, il y a plus qu'un problème de moyens. Quand on parle de collégialité, bah oui, mais si déjà là, on n'arrive pas sans collégialité, tout ça, cette loi de collégialité des magistrats instructeurs, ça fait bien longtemps qu'il y a une collégialité qui normalement est imposée dans certains dossiers et qu'on voit que c'est absolument pas effectif. Donc une dernière chose sur le temps judiciaire, parce que j'assiste des plaignantes aussi. On demande aux femmes d'aller déposer des plaintes, et notamment en matière de violence sexuelle. On leur dit que la justice va les écouter. Maintenant, en plus, on leur dit que la justice va les croire. C'est quand même une aberration, parce que la justice n'est certainement pas là pour croire ou pas croire les gens. Et ça, c'est de la pédagogie qu'il faudrait faire. Vous déposez une plainte au commissariat, et là, vous n'avez plus de nouvelles pendant 6 mois, 1 an, 18 mois. Personne ne vous répond. Moi, je finis par assigner l'État. J'écris au procureur de la République. Où en est-on? Aucune réponse. Je pense que c'est ça le lien, en fait, entre les justiciables et leur justice. C'est déjà pouvoir leur répondre. Et l'inégalité de traitement, on la voit. Et vraiment, je t'assure, Frédéric, j'en ai terminé. On la voit, par exemple, voilà, moi j'assiste plein de jeunes filles qui peuvent nommer, elles peuvent nommer leur agresseur. C'est pas que l'enquête est compliquée, elles nomment, elles disent c'est mon père, elles disent c'est mon frère, elles disent c'est mon copain, elles disent c'est lui, où il y avait des personnes qui peuvent dire, et l'enquête ne se fait pas 6 mois, 1 an, 18 mois. J'assiste Judith Godrèche, je suis son avocate, on a pu tout de suite déposer plainte là où il fallait, à la brigade des mineurs, alors que normalement on ne peut pas déposer plainte à la brigade des mineurs. Dès le lendemain, j'ai le procureur de la République qui me téléphone. Évidemment, tout de suite dans la foulée, j'ai un juge d'instruction. C'est ça l'inégalité de traitement à laquelle il faudrait remédier. Oh. Merci Laure. Et évidemment,
Évidemment, tu es à ta place quand tu dénonces tous ces dysfonctionnements structurels. Tu as aussi souligné qu'il y avait des magistrats présidents de chambre correctionnelle qui appréhendaient les audiences de façon un petit peu différente. Je me tourne vers vous, Guillaume, puisque dans le cadre de nos discussions, vous nous avez exprimé à quel point, justement, pour restaurer ce lien, vous trouviez essentiel, important, le temps d'audience, justement, pour essayer de contrer cette justice expéditive que Laure vient de dénoncer. Donc, pourquoi est-ce que vous insistez sur ce temps d'audience ? Quelle est, vous, en tant que magistrat, votre perception sur le décalage entre la restitution de la décision de justice, le temps judiciaire et ce qui se passe, le cours de la réalité qui intervient. Et évidemment, parfois, on a aussi des journées entières de mobilisation de juges, d'audience pour aboutir à une décision de prévenu qu'on estime a priori coupable. C'est un coût important pour l'État. Est-ce que c'est un mal nécessaire pour améliorer le lien entre État de droit et justice ? Et est-ce que le pire, finalement, des obstacles sur cette confiance, c'est ce temps judiciaire dont on parle ? Ça fait beaucoup de questions. Ça fait 9 ou 10, je crois. Bon, l'audience, ça vient du verbe latin audire, hein, entendre, écouter. Même écouter, plus qu'entendre. Moi, je considère que c'est le cœur de notre métier, de juge. Avant, donc, j'étais juge d'instruction, ça c'est celui qui va faire l'enquête, un peu comme le procureur, et qui va rassembler des preuves et qui pose des questions dans son cabinet, mais il n'y a pas d'audience publique. Voilà. Donc ça c'est le juge d'instruction, c'est le procureur, il monte le dossier avec la police, les preuves, et s'il y en a assez, ça arrive à l'audience. Bon. Ça c'est donc au pénal. Et donc moi je passe 3 jours par semaine à l'audience, et puis les jours où je suis pas à l'audience, c'est comme les professeurs, c'est pas pour ça que je travaille pas, parce que je suis pas en classe. Je prépare l'audience suivante et puis je rédige des jugements pour expliquer les raisons que j'ai rendues, les décisions qu'on a rendues. Bon, je dis que l'audience c'est un lieu où le lien dont on parle ici, là, la relation, peut être peut-être un peu améliorée. Ou bien, mais à l'inverse, où il peut être gâché et gâté et abîmé. Enfin, donc c'est un moment crucial. Car qu'est-ce que c'est qu'un procès ? Un procès, c'est quand il y a un dialogue qui a été rompu entre, par exemple, 2 personnes privées. Par exemple, un fournisseur et son client. Voilà, ils sont pas d'accord, donc ils vont au tribunal de commerce. Non. Entre un père et une mère, ou entre un conjoint et une conjointe. Ils ne sont pas d'accord, ils vont devant le juge aux affaires familiales, entre un locataire et son bailleur, entre un emprunteur et sa banque, enfin tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les litiges civils. Hein. Et puis, il y a un autre moment où je dirais, le dialogue est tout à fait rompu, c'est entre tout individu, tout citoyen, et puis la société dans son ensemble. C'est quand le contrat, c'est pas un contrat entre 2 personnes, mais le contrat, ce qu'on appelle le contrat social, et a été rompu. Ça s'appelle une infraction pénale, et ça c'est le pénal. Bon, ben, le procès, c'est une tentative, je dirais, pour rétablir, ou pour aller mettre tout ça en discussion, et peut-être rétablir un dialogue qui a été rompu. Et je vais me borner au pénal. Et bien donc, au pénal, on a une personne qui est soupçonnée d'avoir commis une infraction, par exemple d'avoir commis des violences sur une autre personne. Ensuite, vous avez la victime, et puis vous avez le procureur qui vous représente, qui nous représente tous, et qui dit là c'est grave, là c'est pas très grave. Enfin, en général, il est plutôt là pour dire que c'est plutôt grave, et donc il faudrait telle sanction pour éviter la récidive, pour mettre de côté, etc.
Bon, mais lors de ce temps d'audience, il est très important de soigner ce temps d'audience. Et là, je dirais, je parle de ce que je fais, et puis la manière dont j'essaie de le faire. C'est que, évidemment, vous comprenez bien que si j'ai 20 minutes pour traiter de telle affaire, ou si j'ai 2 heures, eh bien, le prévenu, lui, le prévenu, c'est la personne qui est poursuivie, elle aura 20 minutes, et son avocat, il aura 20 minutes ou il aura 2 heures. Vous comprenez bien qu'en 2 heures, on a quand même plus le temps de s'expliquer qu'en 20 minutes. Et donc, il est absolument essentiel qu'on ait plutôt 2 heures que 20 minutes. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il faille 4 heures, hein, parce qu'en même temps, bon, on ne va pas non plus éterniser les débats, hein, mais c'est très important. Et là, eh bien, il faut bien reconnaître que donc si on n'a que 20 minutes, ben là, le rapport entre le justiciable et ses juges, entre l'avocat et les juges, il ne va pas s'améliorer. Hein. Ça, c'est sûr qu'il ne va pas s'améliorer, il va même s'abîmer. Voilà. Alors donc, pour repenser là, le projet de société Un lien, je dis il faut plus de temps d'audience. C'est assez simple. Alors donc là, on vient à la question des moyens, évidemment. Et à la question du temps aussi, malheureusement. Ça s'adresse à moi? Oui, d'accord. Et alors, juste pour terminer, il n'y a pas que le temps, mais il y a aussi, bien, bravo, il y a aussi la qualité. Hein, parce que si vous avez un juge qui n'écoute pas ce que le prévenu lui dit, si vous avez un juge qui refuse que l'avocat fasse des observations, il lui dit non, vous parlerez plus tard, nanana, ça c'est sûr que vaut mieux passer à la limite que 10 minutes que 2 heures, parce que en 2 heures ça va être pire. Je veux dire que donc la qualité du temps d'audience, c'est aussi important. Et puis dernier point, la visioconférence, ça, on nous dit, enfin la loi nous dit maintenant, les gens, vous n'allez pas les juger là en visu, là, enfin en tout cas les détenus. Non, on va faire, soyons modernes, on va mettre une caméra et puis il va rester dans sa cellule de prison et puis vous le jugez, enfin vous allez l'entendre à travers un écran de télévision. Oui, parce que ça coûte cher d'aller chercher les gens en prison, ça fait des fonctionnaires qu'il faut, etc. Puis c'est dangereux, tout ça, donc voilà. Alors non, ça c'est pas bien du tout, parce que quand on juge quelqu'un à travers un écran de télévision, on est loin des yeux, loin du cœur, et ça ne marche pas du tout, et c'est assez dommage que la visioconférence soit une solution qui nous soit imposée de plus en plus. Non, alors, un mot, merci beaucoup Yves. Un mot supplémentaire pour Eric, parce que je l'ai entendu bouillonner sur pourquoi les cours condamnent, et non, les cours ne font pas que condamner, enfin les juges ne font pas que condamner. Non, en 2 mots, après je reviendrai sur Nicolas Sarkozy, parce que c'était la première partie, c'était destiné à exciter un peu les réactions, et je parlerai tout à l'heure sur l'indépendance, parce que l'indépendance, c'est aussi vis-à-vis des médias. Mais enfin, j'en dirai 2 mots tout à l'heure. Mais juste, les juges ne sont pas là que pour mettre en prison. Il y a pas un juge, il y a plusieurs sortes de juges. Il y a des juges d'application des peines qui sont là pour essayer d'utiliser le temps de détention pour une éventuelle réinsertion dans la société. Il y a des juges des enfants qui interviennent quand il y a des jeunes enfants qui sont extrêmement mal placés vis-à-vis de leurs parents qui leur tapent dessus ou qui les laissent en déshérence. Il y a des juges aux affaires familiales qui essayent de faire que les séparations d'un couple se passent le mieux possible. Il y a des juges en affaires sociales qui sont là quand il y a un licenciement pour essayer, là encore, que ça se passe le moins mal possible. Il y a des substituts qui sont là pour essayer de mener des enquêtes. Bref, la prison, on sait très bien qu'on va un jour peut-être mettre les gens en prison, mais je trouve qu'il ne faut pas assimiler justice à prison. Alors justement, il y a également ce qui existe la justice restaurative. Alors j'interroge Laure sur ce qu'elle pense de la justice restaurative, qui est une petite alternative quand même a priori à la prison. Une alternative, enfin c'est quelque chose, c'est 0,02% du budget de la justice. Donc autant vous dire que déjà le budget de la justice, c'est pas grand-chose, mais que la justice restaurative, ça n'intéresse pas grand monde. Et pourtant, alors la justice restaurative, qu'est-ce que c'est? C'est une justice à côté de la justice, ça n'empêche pas les condamnations à la prison,
et le tracé de la justice ordinaire. C'est une justice qui est à côté et qui fait dialoguer les victimes avec les auteurs, pas forcément avec les propres auteurs. Quelqu'un qui a fait l'objet d'un homejacking ou d'une agression très violente peut discuter avec un auteur de ce type d'infraction, mais qui n'est pas celui qui est venu l'agresser. Et en fait, c'est un processus qui fait parler les gens et qui restaure le lien social. Cette fois, on peut parler de lien, et qui est une justice principalement qui profite aux victimes. Et quand on entend les ministres de la Justice successifs dire moi, être ministre de la Justice, c'est ce qu'avait dit Darmanin, c'est être ministre des victimes, ça commençait très bien, son ministère. Bon, en fait, il parle de placer les gens en prison plutôt que de mettre des crédits dans la justice restaurative, alors que précisément, ce que peut souhaiter tout individu qui a été victime, et de tout individu de manière classique, c'est d'aller mieux, de s'en sortir mieux dans sa vie, et que ça, c'est un processus qui peut fonctionner. Si on regarde... 14% des gens qui rentrent en prison ont un casier judiciaire qui est un casier judiciaire vierge. Et en revanche, ceux qui récidivent, donc ils n'ont jamais été en prison, et ceux qui récidivent ont un taux de 62%. Donc on voit vraiment que la prison crée de la récidive. Et quand on travaille le lien social, la Norvège, elle est passée de 70% de récidive à 20% uniquement en travaillant le lien social. Donc des prisons, là où nous on est en train de faire des prisons de haute sécurité, vous entendez parler que de ça, que ce serait formidable et que c'est comme ça qu'on va arrêter le narcotrafic parce qu'on les met dans des prisons où en fait quand vous regardez la liste des gens, d'ailleurs on se demande comment il peut y avoir des listes, je crois qu'il y a un confrère qui a demandé à la CNIL s'il y avait vraiment des listes des 100 plus hauts narcotrafiquants. Bon, en Norvège, eux ils font des prisons sans barreaux, avec des télévisions avec écran plat, et ils n'ont pas honte de vous dire écran plat, ils n'auraient pas un ministre de la Justice qui viendrait vous dire que vraiment c'est le Club Med, des toilettes, des douches, des permissions de sortie qui sont régulières et où les gens reviennent, ne s'évadent pas, qu'ils travaillent la culture, qu'ils ont une formation, qu'ils vont à l'école, qu'ils ont un travail, et c'est comme ça qu'ils sont passés à une récidive qui passe de 70% à 20%. C'est comme, quand on parle de sécurité, en fait, de vouloir la sécurité, c'est ça qu'il faut vouloir, parce que les gens qui vont en prison, ils vont tous ressortir un jour. Donc soit on crée des récidivistes, comme on est en train de récidiver, t'as vu, je te regarde pas pour pas voir que tu veux m'interrompre, soit pour autant, je vais t'interrompre. Soit on crée du lien, et on fait que les gens ne récidivent pas. Et donc, c'est pas la peine d'aller dire c'est le Club Med, c'est certainement pas le Club Med, mais si on fait des formations en prison, si on leur apprend à travailler et qu'on ne les désinsère pas, il n'y a pas de récidive. Et donc, c'est de la sécurité pour tout le monde. Voilà, on passe la merci. On en parlera plus tard. Donc, la justice restaurative comme piste d'amélioration du lien, peut-être en termes de ressenti, mais aussi... pourquoi pas les jurys populaires, puisque vous, Guillaume Daillaf, vous considérez que ça peut être une bonne chose, peut-être en termes pédagogiques, pour le justiciable? Oui, donc vous savez qu'à la cour d'assises, il y a 3 juges professionnels comme nous, et puis 5 ou 8 jurés populaires comme vous, tirés au sort. Moi, ce que j'ai noté, c'est que les jurés, citoyens, enfin j'ai des amis qui ont été dans les jurys populaires, ils avaient beaucoup de certitudes, pas mal de certitudes sur la justice avant. Certitude, c'est-à-dire soit de dire « Ah, justice laxiste, vraiment, il faut les mettre en prison, trop laxiste », ou bien l'inverse. Alors l'inverse, j'ai l'impression que c'est un peu en baisse en ce moment. Hein. L'inverse de dire la justice trop sévère, franchement, vous faites pas attention. Enfin, ça sert à rien. Voilà. Donc des certitudes. Bon, voilà. Eh bien, après leur expérience à la cour d'assises, qui a duré 1 semaine, 2 semaines, ils avaient beaucoup moins de certitudes. Tout à fait intéressant. Tout à fait intéressant. Parce que cette constatation, je l'ai retrouvée aussi de manière un peu plus objective que mes constatations personnelles dans un ouvrage très intéressant qui s'appelle La fabrique des jugements de Arnaud Philippe, et qui a étudié
une expérimentation faite au Royaume-Uni qui s'appelle You Be the Judge. Voilà. Alors, la base, c'est 74 000 personnes quand même, donc ça fait une étude quand même assez sérieuse, qui commence par un sondage classique, vous voyez, du genre Le Parisien, c'est « Trouvez-vous que la justice est trop sévère, trop laxiste ou qu'elle est juste ?» Bon. Et donc, la réponse de ces gens-là, c'est 41% trop clément. Voilà, pas assez, trop clément, oui, c'est ça, pas assez sévère, 41%. Alors ensuite, dans cette expérimentation, les gens, on leur projette des vidéos avec deux cas pratiques d'affaires réelles. On leur présente les pièces du dossier, etc., un peu comme s'ils allaient devoir les juger. Et à la fin, on leur demande qu'est-ce que vous auriez mis comme peine, enfin, des cas où les gens sont coupables, là, pour faire plus simple, qu'est-ce que vous auriez mis comme peine? Et alors, le résultat, je l'ai sous les yeux, c'est 45% auraient mis moins, 39% la même peine, et 16% auraient mis plus. Voilà. Et puis à la fin de ce processus, on leur demande la même question qu'au début, c'est bon, finalement, vous trouvez que la justice elle est trop sévère, trop laxiste ou elle est comment? Eh bien là, il n'y en a plus que 13% qui la trouvent trop clémente. Donc avant l'expérience de juger, il y en avait 46% qui la trouvaient, 41% qui la trouvaient trop clémente, et à la fin, 13%. Voilà. Donc d'où, je pense, l'intérêt de faire participer les citoyens à l'œuvre de justice. D'ailleurs, je finis en rappelant le 10 août 2011, une loi avait expérimenté des assesseurs dans les tribunaux correctionnels, mais ça n'avait été expérimenté que dans les cours d'appel de Toulouse et de Dijon. Et puis finalement, ça a été abandonné au bout de 3 ans parce que trop coûteux. Voilà. Et donc, la loi avait dit, en plus des 3 juges professionnels, on va rajouter 2 citoyens, un peu comme des cours d'assises. Sauf que là, c'était 3 plus 2. Hein. Et ensuite, on a fait des études, voir. Alors, finalement, on entend que les Français trouvent que les justices est trop clémente. Hein, donc, normalement, ça aurait dû augmenter les peines, parce qu'on rajoute 2 citoyens qui trouvent qu'on est trop clément. Eh bien non, en fait, les études statistiques montrent que ça n'a rien changé. Alors, il y aurait plusieurs manières d'expliquer ça, mais c'est quand même intéressant de le noter. Merci beaucoup. Alors, pour en revenir au grand principe, je vais me tourner vers Monsieur Molins. Justice restaurative, jury populaire, est-ce que vous voyez dans ces modalités de rendre la justice ou de tenter de la rendre des risques pour l'état de droit, Monsieur Molins? Non, aucun. Le jury populaire, moi, ça ne me pose aucun problème, notamment par rapport à l'état de droit. Hein. Je trouve même plutôt sain de vouloir confier la décision de la justice à des cours composés en majorité de citoyens pour les crimes les plus graves. Hein. Je pense que ça fait partie de la culture judiciaire française. Et moi, personnellement, j'y suis très attaché. Et je ne vois pas en quoi ça pourrait poser problème à l'état de droit. Et c'est pareil pour la justice restaurative. Je vois même pas, j'allais dire, où est la question et la difficulté, parce que la justice restaurative, ça ne se substitue pas à la justice, ça se superpose. C'est-à-dire que ça ne va pas venir interférer sur un processus judiciaire. Si quelqu'un a commis une infraction, il va être poursuivi, il sera peut-être condamné, il aura peut-être des dommages et intérêts à donner à sa victime. Ça, c'est le cursus classique. La justice restaurative, c'est quelque chose qui est à côté, qui consiste à mettre en présence l'auteur et la victime pour permettre la reconstruction de la victime et la responsabilisation de l'auteur. C'est quelque chose qui ne peut être fait qu'à la demande des gens et uniquement si l'auteur des faits reconnaît sa responsabilité et son implication. Donc, j'allais dire, c'est quelque chose, on pourrait qualifier ça un peu de la dentelle, c'est du plus. Et surtout, ça a un caractère volontaire, c'est-à-dire que ça ne peut être fondé que sur l'adhésion et de l'auteur et de la victime. Donc franchement, ça ne pose, à mon sens, strictement aucun problème par rapport à ces grands principes qu'on évoquait tout à l'heure. Merci. Alors on va continuer avec vous pour une dernière série de questions qui va porter sur l'éthique des juges. Donc vous nous avez parlé en introduction, éthique, impartialité. Tout ça, c'est au fondement de la légitimité de la justice. La question est la suivante. Comment concilier cette exigence d'éthique avec toutes les pressions politiques et médiatiques qui peuvent peser sur les magistrats et en particulier en ce moment? Bon, je ne sais plus trop par quoi commencer. Peut-être, pour vous répondre clairement, revenir aux principes et puis faire quand même un petit peu d'histoire. Sur les principes, il faut d'abord rappeler que le juge n'est pas là pour trancher un débat politique, ce n'est pas son rôle.
Le juge, il est là pour apprécier si la personne poursuivie a commis une infraction et pour déterminer à quelle peine il doit être condamné s'il estime qu'il est coupable. Le juge n'est pas un acteur politique. Il peut rendre des décisions qui ont des conséquences politiques, ça c'est tout autre chose, mais c'est pas lui qui l'a voulu, c'est pas le juge qui a décidé qu'une peine, que la commission d'un délit se traduirait ipso facto par une inéligibilité. C'est le législateur, c'est le Parlement, c'est pas le juge. Le juge, il fait qu'appliquer la loi. Un peu d'histoire quand même, parce que pour essayer de comprendre les tensions auxquelles on arrive aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a depuis quelques années de très fortes tensions entre la justice et la politique, et que ça vaut peut-être le coup de se demander rapidement pourquoi. Mais je pense que c'est la conséquence d'une histoire et de plusieurs facteurs. L'histoire, je pense qu'il n'y a pas besoin de remonter très loin, il faut remonter aux années 80-90, où je pense que la justice, à travers certains parquets, certains juges d'instruction, a acquis une forme d'autonomie décisionnelle en se lançant sur ces grands scandales politico-financiers qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, c'est les affaires Graco, Urba Graco, etc., et où la justice a montré en réalité qu'elle était capable de s'intéresser aux puissants. Ce qui, normalement, dans une démocratie, ne devrait pas fâcher, puisqu'il y a un grand principe que j'évoquais tout à l'heure, qui est celui d'égalité des citoyens devant la loi. La loi, elle est faite pour tout le monde. Pour les citoyens, mais aussi pour ceux qui l'ont voté. Le deuxième facteur, je pense que c'est effectivement qu'il y a plus de garanties d'indépendance aujourd'hui, à la fois pour les juges et pour les procureurs. Procureurs dont il faut rappeler que depuis maintenant 12 ans, depuis une loi du 25 juillet 2013, ils sont quand même protégés puisque le politique a l'interdiction absolue d'interférer dans les enquêtes et de venir donner des instructions dans les enquêtes. Ça, c'est la deuxième chose. Puis il y en a, je pense, une troisième, qui est plus sociétale, qu'on oublie souvent, que j'appellerais le développement du journalisme d'investigation. On vit dans un monde dans lequel il y a effectivement des autorités de contrôle qui sont là pour dénoncer ce qui ne va pas. Il y a la haute autorité, il y a des associations contre la corruption, Anticorps, Transparence Internationale et d'autres. Mais il y a aussi un certain nombre de médias qui se sont spécialisés dans des investigations justement pour faire remonter ce qui cloche. Et si on prend les dernières grandes affaires, certaines des grandes affaires politico-financières qui sont arrivées ces derniers temps, c'est comme ça qu'elles sont venues. Cahuzac, Big Malion, Fillon, chaque fois c'est des articles bien documentés. Et ça pose un problème, et ça pose effectivement le problème de la décision et du courage de la prise de décision. Et je vais répondre à votre question. Le procureur qui est face à un article comme ça, qui est très documenté, qui est fondé sur un certain nombre d'éléments qui peuvent tout à fait être vérifiés et qui dénonce un délit commis par monsieur ou madame Untel. Qu'est-ce qu'il fait? Son travail, sauf erreur, c'est de rechercher les infractions, de les faire constater, de rechercher les auteurs. Donc il n'y a aucune raison pour qu'il classe un tel article à partir du moment où il y a un certain nombre de faits et d'éléments qui peuvent tout à fait être vérifiés et où l'article paraît relativement sérieux. Et j'allais dire... quoi qu'il fasse, de toute façon, il sera critiqué. S'il poursuit, il va être taxé de vouloir se faire la peau d'un responsable politique. S'il ne poursuit pas, il sera accusé par l'opposition de protéger le pouvoir en place. Dans tous les cas, il sera critiqué. Donc, j'allais dire, dans ce type de situation, et ça renvoie aussi au rôle du juge et du parquet dans ces dossiers, il y a quelque chose de tout simple, en réalité, qui répond à votre question, c'est d'agir en conscience, d'agir en toute impartialité, de mener des enquêtes, et c'est là qu'est l'impartialité du procureur, à charge et à décharge, et puis ne pas perdre de vue que, quelles que soient les garanties d'indépendance que la loi peut vous donner, il y a quelque chose qui va être nécessaire, et sans lequel cette indépendance, j'allais dire, elle va s'évaporer et disparaître totalement, c'est le courage. Voilà. Les garanties d'indépendance, elles ne suffisent jamais, il faut avoir le courage de prendre des décisions. Un courage politique, donc. Et le courage politique, donc il faut avoir ce courage, et je pense effectivement que c'est comme ça qu'on s'en sort. Alors, pour finir très vite, le dernier reproche qu'on fait dans le cadre de ces tensions, c'est de parler de la politisation de la justice. Moi, je donne beaucoup de conférences depuis que j'ai écrit mon livre, et chaque fois, quand je vais dans les conférences, j'ai toujours la question « Ah, et le mur des cons ?» Voilà. Donc, je devance, au cas où la question serait posée. Elle arrive. Je pense le mur des cons, c'est une affaire qui a fait beaucoup de mal, qui est absolument scandaleuse, inadmissible, qui n'aurait jamais dû exister si l'éthique avait été respectée. Pour autant, on ne juge pas une institution à raison d'épisodes comme ça.
C'est pas parce que des fois il y a des violences policières qu'il faut jeter aux orties la totalité de la police. C'est pas parce qu'il y a eu le mur des cons qu'il faut jeter aux orties la justice. Moi, j'ai travaillé pendant 46 ans dans cette maison et je peux vous assurer que tous les collègues que j'ai vus, ils travaillaient loyalement avec le seul souci d'appliquer la loi. Voilà. Donc je disais courage. Ça, c'est effectivement le courage du procureur qui va décider de poursuivre ou de classer, parce que c'est des fois, ça peut être aussi courageux de classer une décision, et aussi courage du juge, parce que je pense que dans ce métier, il y a une dimension qui est très importante. Il y a un collègue qui est à la retraite qui appelait ça le devoir de déplaire, hein, qui avait écrit un livre là-dessus. Je pense effectivement que quand on est magistrat, il faut savoir qu'on va devoir avoir le courage d'assumer l'impopularité, parce que dans des carrières, on peut être amené à prendre des décisions qui sont conformes au droit, mais qui seront ressentis comme extrêmement impopulaires par l'ensemble de la société. Merci beaucoup. Pour compléter sur ce propos, le mur des cons, les juges rouges, etc., je vais me tourner vers Monsieur Alphen, qui a pas mal de choses à nous dire sur ce sujet, je crois. J'ai été en charge justement d'affaires politico-financières. Un mot pour parler d'indépendance. J'enquêtais sur un parti politique qui était le parti politique au pouvoir. Mon garde des Sceaux, c'était l'ancien secrétaire général du parti sur lequel j'enquêtais. Le ministre de l'Intérieur, c'était l'ancien secrétaire général du même parti sur lequel j'enquêtais. Ce qui m'a permis évidemment de tester en live l'indépendance. Et il s'est trouvé que j'ai été suivi, écouté, menacé, et que surtout, pour ne pas parler de moi, les gens étaient prévenus à l'avance des perquisitions, des investigations qui allaient être entreprises. Et par exemple, quand je suis allé faire une perquisition au siège du RPR, je me suis aperçu que dans l'armoire du directeur financier, il y avait encore les berceaux orange qui se trouvaient dans l'armoire, mais il n'y avait plus ce qui était contenu par les berceaux orange. Et après, j'ai lu dans un livre qui a fait paraître le chauffeur de Jacques Chirac, qu'ils avaient été prévenus de mon arrivée environ 1 heure à l'avance et qu'ils ont passé cette heure-là à tout passer à la broyeuse, à tout détruire pour que je ne trouve rien. Et de la même façon, et ça touche en fait l'indépendance, de la même façon, j'ai été plusieurs fois appelé par des policiers, mais ce qu'on appelait avant les inspecteurs, qui me disaient, voilà, monsieur le juge, vous vouliez qu'on aille faire une perquisition à tel endroit? On l'a faite. Vous vouliez qu'on cherche partout? On l'a fait. Vous vouliez qu'on trouve telle preuve qui était une preuve intéressante pour la suite des investigations? On l'a trouvée. Donc le juge que j'ai été dit très bien, monsieur le policier, il me dit le seul problème, c'est que mon commissaire n'a pas voulu qu'on la saisisse. Autrement dit, dans certains cas, parce que l'indépendance c'est bien beau, mais l'indépendance s'apprécie quand même à l'aune de qui peuvent gêner les investigations. Et donc, on parle toujours de l'indépendance de la justice qui existe globalement, notamment parce qu'on n'a pas dit siège parquet, mais ils n'ont pas tout à fait le même statut, contrairement aux engagements du président de la République en 2017. Mais bref, on en parle. Ce dont on ne parle pas, c'est l'indépendance de la police. Il y a un adage que je cite souvent, c'est le juge sans le policier n'est rien. Le policier sans le juge est tout. Et du coup, parler d'indépendance au pénal, quand on est avec des policiers qui ne le sont pas, ça pose un véritable problème. Et ça fait de nombreuses années qu'on est plusieurs à réclamer que la police judiciaire soit digne de son nom de judiciaire, comme ça se passe par exemple auprès de certains parquets en Italie, c'est-à-dire qu'elles dépendent des juges et non pas du ministère de l'Intérieur. Parce qu'actuellement, dans des enquêtes comme ça, il y a juste, je finis là-dessus, il y a une double autorité, qui est l'autorité du magistrat, mais il y a aussi l'autorité hiérarchique des policiers qui doivent rendre compte à leur chef, qui rend compte au chef de service, qui rend compte au ministère de l'Intérieur, et qui aboutit globalement, dans certains dossiers qui touchent de près le pouvoir, à une absence d'indépendance en fait. Alors, cette absence d'indépendance, en fait, vous l'entendez, tension entre juges et police, le cas échéant, mais également, parfois, et ça c'est peut-être moins perceptible pour le grand public, tension entre magistrats et avocats. Comment est-ce qu'on peut améliorer ce lien-là, Laure ?
Alors effectivement, il y a beaucoup de tensions entre les magistrats et les avocats. Je pense que c'est aussi lié aux très grandes juridictions. Et donc c'est lié à la déshumanisation de fait. C'est-à-dire qu'à Paris, il y a énormément de tensions. Je pense que déjà quand vous descendez à Versailles, il y en a un peu moins. Et puis quand vous allez dans les plus petits tribunaux, tout le monde va ensemble faire ses courses, se retrouve chez le coiffeur. Et donc de fait, il ne peut pas y avoir de tension permanente. Après, la question, est-ce que c'est structurel? Moi, je trouve que c'est surtout une méconnaissance. Tout à l'heure, Eric Elfen disait que les gens ne connaissent rien à la justice, et c'était peut-être pas vous, Eric, c'était peut-être vous, Guillaume, ne connaissent rien à la justice et qu'il faudrait faire de la pédagogie. Ce qui est fou, c'est que les gens ne connaissent pas non plus le métier d'avocat. Et que parfois on se dit que même entre nous, en fait, les magistrats connaissent mal le métier d'avocat, et nous, les avocats, on connaît mal le métier de magistrat. Et c'est comme tout, pour réduire la violence, il suffit parfois aussi de connaître le métier des autres. Moi, je regrette qu'on n'ait pas une école commune. Je la regrette d'autant plus que votre école est beaucoup mieux que la nôtre, et que ça nous permettrait de bénéficier d'une meilleure formation. Et que, par exemple, aux États-Unis, si on veut être magistrat, tous les magistrats ont d'abord été avocats. En fait, il y a des passerelles comme ça, mais on est obligé d'avoir été avocat au début, donc c'est quand même forcément la connaissance d'un métier, et puis ce qui fait qu'on ne peut pas être juge à 23 ans ou à 25 ans, et franchement, plus on vieillit, plus on se dit que quand on avait 25 ans, on trouvait qu'on était assez vieux pour défendre en tout cas, ou pour parler, et donc j'imagine aussi pour juger, mais que quand on a 50 ans, on se dit quand même, ils sont sacrément jeunes à 25 ans, et que c'est compliqué aussi pour les gens parfois d'être jugés. Et je parle par exemple pour les hommes, parce que là, c'est vrai qu'en la présentation, Frédéric disait il y a trois hommes magistrats, mais en fait, la magistrature, c'est des femmes. C'est plus de 80% de femmes. Et quand vous aviez des vieux mâles blancs qui sont jugés par trois jeunes femmes de 25 ans, c'est compliqué aussi dans le regard des gens. Donc l'expérience pourrait être intéressante avec la fonction de juger. Et puis la compréhension du métier de chacun. Et nous, c'est vrai que notre métier, c'est d'être en opposition, notre métier, c'est d'être le poil à gratter, notre métier, c'est Éric Dupond-Moretti qui donnait cette définition de l'avocat que je trouvais formidable, qui est celui qui dit « attendez une minute ». En fait, juste, c'est pas si simple. Et donc nous, on n'est pas l'huile dans les rouages, et c'est ce qu'on nous reproche souvent. Il y a un procureur général du sud de la France qui disait que justement on faisait de l'obstruction. Mais c'est pas ça. En fait, notre métier, c'est justement ça. C'est de dire arrêtez un peu. Prenez le temps, on va vérifier si tout a été bien fait. Arrêtez un peu. De déposer des requêtes en nullité ou de juste prendre de la distance, c'est réinterroger la loi, c'est réinterroger les faits, et ça, c'est notre métier. Et il faudrait vraiment, je pense, le divulguer autant dans la société, parce que alors si j'étais un homme politique, je vous dirais, c'est ça aussi la France, c'est le débat contradictoire, c'est ça qui fait grandir les gens, c'est l'opposition, et c'est comme ça, j'imagine, que la balance de la justice s'est construite, et qu'un magistrat du siège peut finir par siéger, et ne pas oublier qu'on a tous une culture commune, et que celle-ci, on pourrait peut-être la cultiver effectivement dans des colloques qu'on a en commun ici, où quand même on a encadré, Frédéric, entre deux avocates, la parole de 3 hommes et de 3 magistrats, là franchement, bravo, mais qu'on pourrait continuer comme ça à travailler en commun, parce que c'est ça aussi le lien, qui semble un lien juste professionnel, parce qu'effectivement les gens ne connaissent pas ces difficultés qu'il peut y avoir entre les avocats et les magistrats, mais qu'en fait c'est aussi un lien qui sédimente dans toute la société. Merci Laure. Alors avant de passer aux questions de la salle, je vais donner la parole pour 3 questions à Mathéo Lafranchi et Valentin Isaac, qui sont étudiants dans une école de journalisme, l'ISCPA, pardonnez-moi, et IGENSIA. Bonjour Frédéric, bonjour à tous les 4, bonjour à toutes et à tous. Une première question, les jeunes disent ne plus croire en la justice. Est-ce que vous pensez que justement la justice a sa part de responsabilité dans cette perte de confiance? Alors qui se lance, Eric? C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en ne donnant pas les moyens, en ne prenant pas le temps, en allant peut-être trop vite, en étant parfois trop sévère ou parfois pas assez sévère, en étant inefficace, en n'étant pas toujours dépendant, en étant parfois en ne travaillant pas assez, parfois en travaillant trop. C'est vrai que la justice
peut elle-même se reprocher de ne pas toujours être à la hauteur, mais globalement quand même, je trouve qu'on a un corps, et j'inclus les avocats là-dedans, on a un corps qui fonctionne quand même. Quand on compare la justice française avec ce qui se passe non seulement dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde, mais même en Europe, je trouve que très franchement, la France n'a pas à rougir de sa justice, parce que globalement quand même si tout le monde n'est pas traité de la même façon, je ne vais pas revenir, même s'il y a des difficultés, etc., n'empêche que l'aide judiciaire qui existe en France n'existe pas ailleurs. Et par exemple, aux États-Unis, c'est extrêmement compliqué, quand vous êtes pauvre, de prouver que vous êtes innocent si jamais vous l'êtes. Parce qu'il y a quand même en pénal en France, on a quand même un juge d'instruction qui essaye de faire de la part des choses qui n'existent pas, par exemple, aux États-Unis. Et globalement, on a des gens qui travaillent, on a des greffiers qui sont compétents, on a des avocats qui acceptent souvent de défendre des gens, même sans gagner d'argent. Il faut quand même le dire aussi. Donc, globalement, je trouve que si la justice n'est pas faite pour être aimée, globalement, elle n'a pas à rougir du désamour que peut-être elle provoque malgré elle. Merci beaucoup. Une deuxième question. Alors oui, bonjour à tous et bonjour à toute la salle. Merci d'être présent aujourd'hui. J'avais une question pour vous, c'était qu'il s'agisse de terrorisme, de crise migratoire ou de tension sociale, l'état de droit est régulièrement mis à l'épreuve. Jusqu'où peut-on aller selon vous pour garantir la sécurité sans fragiliser la justice? Monsieur Molins. J'aurais pas posé la question comme ça. C'est pas la justice qui peut être fragilisée là-dedans, parce que la justice, elle fonctionnera, elle sera toujours rendue. C'est plutôt, j'allais dire, le respect des libertés et des droits fondamentaux et le respect de l'état de droit. En fait, c'est ça la question qui se pose, en réalité. Alors, jusqu'où on peut aller On peut toujours envisager le pire, hein. Pour moi, le pire, c'est l'exemple de certains pays qui, en réalité, pour répondre à ce genre ces types de criminalité que vous évoquez, notamment le terrorisme, ont fait le choix de justice spéciale. Une justice spéciale, c'est une justice, en réalité, qui s'affranchit des principes conventionnels. Alors, je prends un exemple, hein, pour comprendre. L'exemple américain, qui pourtant est une démocratie. Les Américains, après les attentats du 11 septembre, ils ont décidé de réserver un traitement spécial à tous les gens qui étaient suspects de mener terrorisme et qui avaient pu être impliqués dans le genre de cet attentat. Et le président des États-Unis a pris à l'époque un décret présidentiel qui excluait donc tous les suspects terroristes, hein, en lien avec ces attentats, des garanties juridiques minimales et notamment de l'habeas corpus. Voilà. Ben, ça, c'est pour moi le type de choses vers lequel il ne faut pas aller, parce que ce type de réponse, il est clairement pas dans l'état de droit. Et je pense que c'est peut-être l'avantage du système français, même s'il y a des évolutions qu'on voit poindre depuis une dizaine d'années. Je pense qu'il faut effectivement rester dans le système qu'on a choisi, qui est un système qui est dans le respect de l'état de droit, parce qu'on a confié la réponse à ces phénomènes à la justice. Et en les confiant à la justice, on assure le respect d'un certain nombre de grands principes. Donc moi, j'ai le sentiment, pour répondre à votre question, qu'on a aujourd'hui des lois qui sont très... alors je pense au terrorisme en disant ça, hein, qui sont effectivement extrêmement performantes. Je pense qu'on a sûrement aujourd'hui l'arsenal législatif, l'un des arsenaux législatifs les plus performants au monde, mais qu'il faut faire attention, parce que j'ai le sentiment qu'on est sur une ligne de crête, et qu'il faut rester, j'allais dire, dans cet équilibre. Hein. On pourrait résumer ça en disant que, donc, préserver, si vous voulez, efficacité et raison juridique. Personne ne veut voir la charia dans notre pays, mais je pense que personne ne veut voir non plus abolir les libertés. Donc il faut garder l'équilibre. Et il faut s'attacher à ne pas vouloir aller trop loin, et surtout ne pas tomber dans ce que moi j'appelle le piège absolu, qui est un mythe en réalité, qui est le mythe du risque zéro. C'est-à-dire le mythe qui consisterait à croire que c'est parce qu'on va durcir continuellement des textes qu'un jour on arrivera à éradiquer le terrorisme ou l'immigration ou la criminalité organisée. C'est pas vrai. Il y en aura toujours des formes de criminalité comme ça. Donc il faut savoir raison garder et faire la part des choses. Merci beaucoup. Une dernière question avant de passer aux questions de la salle de la part de... Oui, nous voulions également revenir sur l'intelligence artificielle, puisque depuis quelques années maintenant, elle s'invite dans de nombreux domaines,
pensez-vous qu'elle pourrait bouleverser la manière dont se déroulent les procès et influencer les décisions judiciaires? Merci. Guillaume Dayef ou Laure? Maître Hénique, il ne faut pas l'exclure de... Non, je ne l'exclus pas du tout. Non, non, c'est évidemment une question cruciale, puisque donc l'IA bouleverse tout, évidemment, hein, pas que la justice, mais tous les métiers. Bon. Voilà, donc le mythe, le fantasme, ça serait que, tiens, on pourrait juger plus vite les gens. Voilà, comme moi, par exemple, au lieu de passer 6 heures à préparer un dossier, c'est-à-dire à le lire, l'analyser, etc., je le mets dans la machine, elle me lit tout, elle me met les indices à charge, les indices à décharge en 2 colonnes. Bon, je regarde ça vite fait, j'y passe 10 minutes, et les dossiers, j'en passe. Et puis alors, à l'audience, figurez-vous qu'à l'audience, au fond, on met un micro, il y a un débat avec les avocats, hein, et puis moi je suis ailleurs en fait. Et puis l'IA, elle écoute, hein, mais non, c'est possible, je pense ça. Hein, et puis elle fait le pour et le contre, et puis elle prend la décision. Ah, ça serait pas mal. Et ça serait même, je pense que peut-être même que les décisions seraient peut-être plus justes. Tiens, figurez-vous. Sauf que, il reste que on manquerait alors ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'audience, c'est-à-dire de ce moment d'humanité, parfois caché, hein, comme je l'ai dit, parce que ça va trop vite, etc. Mais enfin, normalement, c'est un moment d'humanité où il y a quelqu'un qui parle à un juge, il écoute, il y a une victime qui lui parle, il y a un échange de regards, il y a le visage qui peut bouger un peu, peut-être un sourire. Tiens, parfois, moi, j'ai de l'émotion à l'audience. Et ce moment d'humanité, il n'y a pas une IA qui le remplacera. Alors, je vais sortir 2 secondes de mon rôle, mais pour mieux repasser la parole là-dessus, alors, l'IA, de toute façon, ne remplacera jamais les plaidoiries d'avocats, parce qu'en l'état, de toute façon, l'IA, elle n'a pas dans ses données de plaidoirie d'avocats. Et c'est notre grande force, je crois, c'est qu'on ne peut pas se passer de la plaidoirie de l'avocat. Alors, je te laisse continuer, parce qu'évidemment, je surenchérir sur ce sujet. Sur l'IA ou sur les deux, l'IA et la justice et l'avenir pour nous. L'IA va certainement quand même nous aider sur pas mal de trucs. Aussi, de toute façon, il va bien falloir avancer avec ce monde-là. C'est-à-dire que si dans le traitement du dossier, on peut nous aider aussi à aller plus rapidement, c'est pas non plus que faire l'économie de son travail, mais pourquoi pas l'utiliser? J'y connais pas grand-chose, mais je sais que dans l'affaire du petit Grégory, puisque c'est quand même l'affaire qui restera irrésolue comme ça jusqu'à... Et bon, ils avaient utilisé l'IA pour pouvoir, ces derniers temps, essayer de replacer tous les personnages à tels endroits sur le moment de la scène de crime, etc. Bon, si ça peut aider sur certaines choses. Moi, j'avais été interloquée aussi, parce que je pense que c'est des questions, et notamment quand on juge, il y a la question des biais qui se pose très fortement. Alors, vous dites que parfois vous avez une émotion et que cette émotion-là, j'imagine qu'elle vous aide dans l'acte de juger. Au moment où vous avez quelqu'un qui vous raconte sa vie, les raisons de son passage à l'acte, et que vous pouvez donc infléchir la peine, c'est le rôle du juge. On voit aussi qu'à contrario, aux États-Unis, il y a eu une étude aux États-Unis où la justice... où il y a un biais racial très fort qu'on n'a pas du tout chez nous. Je veux dire, qu'on n'a pas du tout. C'est pas qu'on n'a pas du tout. Je parle dans le mode de défense, en tout cas, c'est pas du tout utilisé de la même manière. Alors oui, je retire complètement qu'on n'a pas du tout chez nous, parce que on voit, et c'est statistique, hein, que les étrangers ont 7 à 8 fois plus de risques de prendre une peine de prison ferme que ceux qui sont nés en France. Donc il y a complètement un biais racial aussi. Mais justement, il est effacé par l'IA. Et vous voyez, quand il y a eu les études qui sont faites aux États-Unis, on vous dit que quand on rentre les données statistiques, mais qu'on ne met pas le genre des gens ou la race, nous on le dit comme ça en droit, des gens, c'est effacé, et que finalement les décisions n'ont pas ce biais-là, et donc peuvent paraître plus justes. Donc je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut rejeter en bloc. Là où nous on est obligé d'être extrêmement méfiants, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, que de toute façon tout s'informatise, y compris la visioconférence
Et donc, on va finir par avoir moins d'instants d'audience et que c'est quand même dans la plaidoirie, effectivement, et là, je termine sur ça, parce que ces instants d'audience-là, Henri Leclerc disait que le début de la réinsertion des hommes, c'est le moment où ils pensent qu'ils ont été bien jugés. Et que ça commence à ce moment-là. C'est-à-dire qu'un procès qui est réussi, c'est pas un procès où la personne est acquittée, pour nous, heureusement, parce que ça arrive quand même pas très souvent. Mais en fait, quand quelqu'un est condamné, mais avec ce sentiment d'avoir été bien jugé, d'avoir été entendu, c'est à ce moment-là que commence une certaine forme. Et voilà, on reparle du lien, et de la réinsertion. Et donc, bien sûr, ça passe pas par le truchement d'un ordinateur. Juste 2 secondes pour réagir là-dessus. Dernièrement, il y a quelqu'un qui a été rejugé en appel parce qu'il avait violé une jeune femme, notamment parce qu'elle était juive. Il avait été condamné à 9 ans en première instance. Il a été condamné à 7 ans en appel. Et tout le monde a commencé à critiquer la cour d'appel, etc. Et j'ai vu qu'en fait, tant l'avocat de la défense que l'avocat de la partie civile se sont dit satisfaits de la décision nouvelle qui a été rendue. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait une question dans la salle, notamment monsieur en orange qui a levé la main il y a très longtemps. Bonjour, merci. Comment expliquez-vous que dans le cadre d'une plainte pour abus de faiblesse, l'arrêt qui est rendu par la Cour pénale ne mentionne pas les délais et moyens de recours, c'est-à-dire de la sorte occultant aux citoyens, aux justiciables, la possibilité de réagir plus rapidement pour faire appel, et donc l'occultant, du coup, le dépossédant de la possibilité de faire appel. Parce que vous ne saviez pas que vous pouviez faire appel, monsieur ? Non. Quasiment tout le monde, je veux dire, je ne vais pas dire nul n'est censé ignorer la loi, mais tout le monde sait que quand une décision est rendue, globalement, on peut faire appel. Ça, c'est la première réponse. Et deuxièmement, pour aller dans votre sens, de plus en plus, les juges sont obligés d'annoncer les voies éventuelles de recours aux gens qui sont devant eux, et notamment quand j'étais à la cour d'appel, je devais dire aux gens qu'ils avaient un délai de temps pour faire un pourvoi en cassation. Voilà, mais pour le reste, on ne peut pas remplacer le code et les avocats. Les avocats sont aussi là pour expliquer les décisions à leurs clients. Oui, mais alors là, en tant que citoyen, donc n'étant pas avocat, je n'avais aucun moyen de savoir quel était le délai que je pouvais faire appel, ni quel délai, très court, moins de 10 jours. Et donc, du coup, je crois que je suis passé en cassation. Le juge aurait dû vous le dire, sans doute aussi, incontestablement. Pardon ? Le juge aurait dû également vous le dire, incontestablement. Ça n'a pas été fait. Ouais. Et je n'avais pas d'avocat, puisque je pouvais porter plainte directement en tant que citoyen. Je crois qu'on a répondu comme on pouvait répondre à votre question, monsieur. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre, si vous voulez bien. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Merci pour cette présentation très intéressante. Je m'appelle Séverine Serge, je suis l'auteure de la Fédération des juristes de France, dont j'ai créé le concept il y a 17 ans. Et donc j'ai eu le plaisir d'interagir avec le compte X de monsieur Eric Alphen. Je ne sais pas si c'est vous qui l'animez directement, mais j'ai interagi avec vous à plusieurs reprises. Donc merci pour cette présentation très intéressante, où vous avez abordé effectivement un certain nombre de sujets cruciaux. J'aimerais juste poser 1 ou 2 questions. Donc par rapport à vos interventions, sinon j'en ai 1000 autres. Donc à monsieur Eric Alphen par exemple, lorsqu'il dit qu'il faudrait une personne chargée de l'exécution des décisions de justice au sein des juridictions. Je voudrais savoir si vous visez également la justice civile, où normalement les parties sont libres ou non de faire exécuter les décisions qui sont rendues, et où la justice est au service en fait des justiciables et non pas, de mon point de vue, ne doit pas être dirigiste. Et donc, ce sont les parties au procès civil qui doivent décider, et notamment la partie demanderesse, qui doit décider si oui ou non
elle souhaite faire exécuter la décision, et non pas le magistrat, ni l'administration de la justice, me semble-t-il. Enfin, voilà, puisqu'on n'est pas dans ce cadre-là, dans une justice qui, me semble-t-il, doit être dirigiste. Et donc ça, c'est ma première question. Est-ce que, donc, du coup, vous avez cette vision-là, ou est-ce que vous avez une vision plus comment dirais-je, au civil, la justice est la chose des parties, hein. Donc il n'y a aucun doute qu'effectivement, c'est juste si quelqu'un était bénéficiaire de dommages et intérêts et qu'il souhaitait que la justice intervienne, dans cette optique-là, il pourrait saisir ce juge. D'accord. Voilà, c'est juste, je mais vous c'est demande une idée, juste hein, c'est cette pas du tout. précision parce qu'en fait, et Mais après, j'ai une il y a deuxième d'autres- question sur ce point, c'est est-ce que du coup, vous ne seriez pas un petit peu au sein de la justice, par exemple sur ce sujet-là, un petit peu perméable en fait au populisme que les responsables politiques alimentent à loisir, parce qu'en fait, voilà, par exemple, ça, c'est quand on le dit un peu vite, les citoyens pourraient penser, avec ce qu'on entend dans le débat politique et les graves excès qu'on entend, je partage vos positions sur ce point, notamment sur la notion d'état de droit assez récemment, et les citoyens pourraient penser que du coup, c'est la justice qui va, ou même parfois au sein même de l'institution judiciaire, on pourrait penser, certaines personnes pourraient penser que c'est la justice qui va donc décider de faire exécuter telle décision de façon, comment dirais-je, un peu totalitaire. Attendez, il y a peut-être une autre question dans alors le temps. La justice civile, Le temps ce nous sont est bien les compté. parties civiles Mais globalement, par exemple, d'une façon générale, hein, la justice n'est pas populiste. La justice, elle a un litige à trancher au civil. Elle a une infraction à juger au pénal. Ceux qui sont éventuellement populistes, c'est les commentateurs. Oui. Mais c'est tout, la justice n'est pas populiste. Est-ce que vous, Voilà, c'est justement, tout. il Il y a faut peut-être faire On va attention passer, de ne pas être trop pardon, perméable aussi, merci peut-être, beaucoup. au discours politicien aussi, à l'intérieur même. Mais on va pas pouvoir traiter ce sujet sur le populisme tout de suite. Merci. Oui, bonjour, moi j'ai une question sur le contrôle de la justice. C'est-à-dire que la procédure d'appel, souvent les juges en appel ne veulent pas déjuger les juges de première instance et souvent la justice est relativement mal rendue. Pourquoi n'y aurait-il pas un corps qui vient contrôler les qualités un peu comme des auditeurs externes et essayer de rectifier le processus? Ça c'est ma première question. Ma deuxième question, et c'est lié. Êtes-vous satisfait en matière de droit de la famille que 100% des juges soient des femmes? Non. Bon, et voilà. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que vous dites, monsieur. En matière civile, vous avez un jugement sur deux qui est réformé en cause d'appel. Donc, sur 2 décisions, il y en a une qui est réformée. Pas en droit de la famille. Hein. En matière civile. En matière sociale, c'est 60%. En matière sociale, c'est 60%. Donc, on ne peut pas dire que les juges ne sont pas déjugés par leurs supérieurs. Il y a justement une organisation qui est conçue pour ça. Vous avez un premier degré de juridiction avec des tribunaux, un second avec des cours d'appel qui sont là pour réformer ce qui mérite de l'être. Et vous avez ensuite la Cour de cassation qui regarde si la loi a été bien appliquée. Et le système est quand même relativement bien complet aujourd'hui, même s'il est toujours effectivement peut toujours être perfectionné. Le justiciable qui estimerait que ses droits n'ont pas été respectés à l'occasion d'une procédure, parce que le juge, par exemple, n'aurait pas écouté ou aurait eu un comportement compliqué, etc., et aurait violé ses obligations, ils ont en plus la possibilité de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, qui est composé dans sa majorité de non-magistrats, ça aussi il faut le savoir, qui va regarder la requête et qui a la possibilité, s'il estime que des fautes disciplinaires ont été commises, de renvoyer le dossier devant le CSM pour prononcer des sanctions. Donc on ne peut pas dire que le juge agit sans contrôle. Le juge, il a beau être indépendant, il est contrôlé tout le temps. Et un mot sur les femmes. On a dit tout à l'heure qu'effectivement, le corps se féminise. À l'école de la magistrature, il y a 85% des futurs magistrats qui sont des magistrates. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'on est femme qu'en matière de divorce, on va donner raison aux femmes. Je veux dire, mais je vous assure, monsieur, vous pouvez douter si vous voulez, mais le juge, il a des opinions, il a un sexe, etc. Mais au moment où il endosse sa robe, il faut bien le comprendre, il met ses idées, il met qui il est de côté, et il juge en vue d'un dossier. Et peut-être que vous avez eu l'impression que votre affaire familiale a été mal jugée, mais néanmoins, les femmes ne donnent pas raison aux femmes.
Bon, en tout cas, moi, je suis un peu sceptique sur ce propos sur les femmes, mais ça sera le mot de la fin. Mais 85% aussi des étudiantes en droit à l'UFB sont femmes, et ça se passe pas trop mal. Merci beaucoup, monsieur.